Prendre le relais derrière une personnalité aussi éminente n'est pas très facile et je vais faire en sorte de ne pas prendre trop de retard pour ne pas vous imposer la parole au-delà de ce qui est convenu. Donc, le titre que m'a donné à traiter Jean-Michel était assez complexe et pour essayer de le comprendre, je l'ai divisé dans les couleurs que vous voyez là. Donc, je vais vous parler de la transmission des savoirs de l'entreprise, virgule, au regard de la gouvernance des RH par l'IE et l'éthique. Et donc, pour commencer, je vais parler de l'économie de la connaissance très rapidement et de l'intelligence économique parce qu'il y a quelques dilemmes sur cette chose. L'économie de la connaissance, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons depuis en gros une quinzaine d'années, 15-20 ans de façon intense, mais évidemment c'est arrivé progressivement. Et elle a été constituée, pour faire rapide bien évidemment, par l'irruption des techniques d'information et de communication et de façon concomitante la gestion des connaissances, le knowledge management, disent les autres, ou l'intelligence collective. Ça, c'est pour ce qui est de la circulation de l'information. Mais cette gestion de l'information, dans le cadre de la circulation, fait aussi l'objet d'une gestion de mobilisation. Mobilisation pourquoi ? Tout simplement parce que la mondialisation impose d'être réactif et innovant à tout moment pour une entreprise. Donc, de ce fait, l'économie de la connaissance impose ce traitement du savoir, non plus comme une élégance du XVIIIe siècle, mais comme une ressource de l'entreprise. L'intelligence économique, quant à elle, est arrivée pratiquement au même moment, surtout en France, parce qu'elle avait commencé bien avant ailleurs. Et il y a, c'est pour ça que j'en parle, une précision, un doute à lever là-dessus, une précision à apporter. C'est que l'intelligence économique, pour bien la comprendre, il y a plusieurs définitions, il y en a une trentaine sur le web, et puis il y a celle d'Henri Martre, j'en parlais tout à l'heure. Étymologiquement, on peut la trouver, cette définition, dans la racine gréco-latine du terme. Intelligence, c'est en latin bien se comprendre, donc être en bonne intelligence avec quelqu'un, c'est bien se comprendre. Et en grec, que je n'ai pas étudié profondément, mais pour lequel j'ai lu la chose. Éco, ça veut dire gestion, et noumen, maison. Donc l'intelligence économique, c'est comprendre comment gérer la maison. Et ça veut dire donc qu'on est très loin de la vision caricaturale de l'intelligence économique comme système d'espionnage. Parce que faire de l'intelligence économique, c'est créer de la connaissance à partir de l'information. Donc vous voyez très bien que l'intelligence économique n'est pas l'espionnage, mais qu'au contraire, l'activité d'intelligence économique craint l'espionnage des autres, compte tenu de sa production de connaissances. Voilà donc le doute que je voulais faire lever en introduction, avant de poursuivre donc sur une manière éthique de pratiquer l'IE dans l'entreprise. Cette pratique de l'IE dans l'entreprise... cette éthique de l'IE, a plusieurs composantes qui peuvent influer dessus. D'abord, le libéralisme, qui est le cadre dans lequel nous vivons, nous travaillons. Aujourd'hui, réunion du G20, bien évidemment, c'est l'illustration du fait que le capitalisme ne peut fonctionner que de façon administrée. Le capitalisme sauvage, ultralibéral ou autre, est complètement hors sujet. Il n'y a qu'un seul pays où il arrive plus ou moins à se mettre en place et à prospérer, c'est en Chine, mais tout simplement parce qu'il y a un régime communiste parfaitement dictatorial qui empêche une révolution sociale, parce que dans certains coins de Chine, c'est pire que chez Zola. Donc, cette administration du capitalisme, plus ou moins, avec des variantes, etc., toutes les nuances qui conviennent bien, répond à un besoin de sécurité demandé par le public, les entreprises et autres. Et pour résumer un peu la chose, et de façon optimiste, Édouard Luttwak a dit que finalement le capitalisme était le seul système qui permettait de transformer les ambitions personnelles en intérêts collectifs. Et après tout, ça peut coller. Donc le libéralisme pose le problème ou le postulat du faisable et de l'admissible dans son fonctionnement. Suite logique à cela, l'apparition de normes. Les normes qui sont la mise en œuvre formelle de ce besoin de régulation et qui permet le fonctionnement et le progrès technique au regard de ce que la population peut accepter. Donc le faisable, admissible. On a le débat en bioéthique en la matière pour l'illustrer. Je ne vais pas plus loin. Et puis, il y a quelques attentes auprès des normes. Attentes des clients
qui souhaitent que les prestations pour lesquelles ils se sont engagés par devis soient assurées. Et puis également une régulation de la concurrence demandée par les entrepreneurs. Et aussi, troisième attente des normes, eh bien, c'est une diffusion du progrès technique. Donc, les normes amènent à l'apprentissage et la transmission des savoirs inter-entreprises, quelquefois parce que certaines sont plus en avance que d'autres ou parce qu'il y a des innovations. À ce moment arrive comme acteur influent, je dirais, des normes éthiques de l'intelligence économique, c'est la FEPI, la Fédération des professionnels d'intelligence économique, la fondation de laquelle j'ai participé avec l'amiral Lacoste et dont j'ai été le vice-président pour la formation pendant un premier mandat. Eh bien, cette FEPI, elle répond en fait à un excès de législation par un ministre de l'Intérieur qui ne souhaitait pas que les dossiers de son ministère sortent entre midi et 2 heures à l'heure du déjeuner, dans la main des agents de l'État encore en fonction, au profit des agents de l'État déjà retraités qui avaient monté des cabinets et qui, par copinage, on va dire les choses comme telles, montaient leurs dossiers privés avec des renseignements publics. Le problème, c'est que la loi qui voulait moraliser ça, vous voyez, on est dans une logique d'éthique, a été vite faite, mal faite, et que l'effet d'annonce a été des plus mauvais. Donc la FEPI s'est emparée du sujet, c'était une des premières raisons d'être, de façon à ce que les décrets d'application corrigent les défauts de la précipitation. Entre autres, pour vous donner un exemple et que ça soit clair, étaient assimilés aux agents d'intelligence économique, tous ceux qui étaient des apporteurs d'informations et donc étaient considérés comme espions, entre guillemets, les conseillers de chambre de commerce, les documentalistes de la bibliothèque municipale ou tout simplement un journaliste qui apportait des informations pour compte de tiers. Donc vous voyez le problème. Donc la FEPI est rentrée dans une logique de normalisation et de moralisation de la profession pour que justement les ambiguïtés soient levées en la matière. Donc un code éthique a été mis en place, mais ce code éthique est arrivé bien après que bien des consultants aient eux-mêmes rédigé des codes éthiques dans le cadre de leurs propositions commerciales. Et donc là, on risque, après le choc des civilisations, des cultures, d'avoir des chocs d'éthique. Et je pense que le CNISF, puisqu'il a un code d'éthique, a la même problématique. Est-ce qu'un ingénieur va suivre le code éthique de son entreprise, du CNISF ou autre ? La FEPI, c'est donc aussi dans ses fondements l'affaire de la réputation. Et la réputation, c'est finalement le bon censeur. Et le bon censeur parce que quand vous perdez votre bonne réputation dans le public, dans le commercial, bien évidemment, c'est une crainte que vous pouvez avoir de perdre des marchés. Donc, quelquefois, respecter la loi, un peu de bon sens, peut servir finalement de code éthique, ou au moins de modèle de comportement en la matière. Le problème de la réputation, c'est que n'importe qui peut vous la démolir par les moyens du web. Et à ce moment-là, ça devient un petit peu embêtant parce que bien souvent, c'est le premier intéressé qui est le dernier prévenu. Et les moyens contre une déferlante du web ne sont pas énormes pour remonter la pente, ou en tous les cas, ça demande du temps. Alors, il y a aussi des priorités. Il y a des priorités qui font problème parce que l'éthique, c'est un peu ce qui a été dit par certains à propos de la Chine, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une priorité de nantis ? La contrefaçon qui est absolument pas éthique, en français, c'est la survie dans une autre langue. Il y a des gens pour qui la contrefaçon, l'espionnage industriel, c'est un moyen de survie, ailleurs que dans nos frontières. Quand il y a un problème d'emploi sur le fond, est-ce que le problème d'éthique sur la forme doit être prioritaire ? Quand les États-Unis, chantres du libéralisme, sont les plus grands protectionnistes, qu'est-ce que l'on doit faire ? Alors, dans ce débat entre le légal et le légitime, qu'on a connu en France il y a une cinquantaine d'années, on s'aperçoit que bien souvent, c'est finalement le dernier qui a les moyens de parler qui a raison. Et si le droit est une arme, est-ce que l'éthique ne va pas le devenir ? Droit et éthique, armes d'attaque, armes de défense, de protection, éventuellement par rapport aux concurrents. Donc, pour en terminer sur ces priorités, on voit aussi qu'il y a un principe qui s'applique avec force, c'est le principe de réalité. Et on voit dans la pratique de l'intelligence économique des choses qui sont un peu désespérantes pour les pères fondateurs. Je voudrais à ce propos rendre hommage publiquement à M. Salmon,
avec qui j'ai travaillé de façon collatérale, puisque j'étais dans le cadre de la préparation du 11e plan dans la commission réforme de l'État et décentralisation, pendant qu'il œuvrait dans la commission industrie d'Henri Martre au transfert, enfin à la création du concept d'intelligence économique en France, avec une très forte contribution de sa part, notable, et qui a fait l'objet d'un bouquin qu'il a commis, je crois que c'est le nom que l'on donne, avec Yolande Linares, et bouquin qui figure encore, j'étais hier à l'EDC, l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises, en bonne place dans la bibliothèque. Donc, le principe de réalité qui fait que cette intelligence économique mise en place pour développer et renforcer les entreprises françaises sur les marchés extérieurs devient utilisée par les PME pour se flinguer les unes les autres au coin de la rue. Donc finalement, on s'écarte un petit peu du projet initial et ça, il faut en tenir compte. Enfin, autre problème lié à l'éthique de l'IE et à sa pratique, eh bien, c'est que dans cette société de la connaissance, la marchandisation d'un peu tout, y compris du savoir, fait que le savoir devient plutocrate. Le problème, c'est que, comme l'a dit très bien Comte Sponville, qui réédite son bouquin, le capitalisme est amoral. Alors, autre problème derrière cela, c'est que nous sommes en situation de guerre économique, et chacun sait que la guerre est une situation exceptionnelle qui a son propre droit. Donc, est-ce que l'on doit avoir une éthique économique de paix et une éthique économique de guerre? Ça serait intéressant d'en parler, ça vaudra bien un colloque à mon avis. Et enfin, pour terminer sur les problématiques, et ne pas être trop long, eh bien, c'est que les problèmes éthiques surgissent toujours quand on ne les attend pas. Et donc, ce qui importe, ce n'est pas d'enseigner l'éthique, mais d'enseigner un comportement à la capacité d'éthique de façon à prévenir de la surprise. Alors, dans cette affaire, pour qu'il y ait une politique d'éthique dans le cadre de l'entreprise, il y a en fait un triptyque qui rentre en jeu, orienté, centré autour du DRH. Le DRH, c'est le premier des acteurs en la matière parce qu'il doit avoir une capacité de perception de l'environnement au-delà de ses compétences professionnelles. Ça veut dire qu'il doit avoir une capacité à gérer les connaissances et à animer, bien sûr, l'intelligence collective. Le salarié, lui, eh bien, il doit comprendre que c'est la fin de l'individualisme, que l'on doit travailler en équipe, que la fonction normale de son travail, c'est de communiquer pour justement enrichir, partager, développer les opportunités d'innovation et prévenir des menaces de l'entreprise en la matière. Mais au-delà de cet apprentissage qui va lui être donné, il faut qu'il se mette en situation d'expérience parce que la compétence viendra de l'apprentissage plus de l'expérience. Donc on est dans une logique d'acteur sous l'angle double de la responsabilité de chacun, initiateur et contributeur de la formation et de la transmission des connaissances. Parmi les vecteurs, les moyens, les outils, on va retrouver bien évidemment la motivation, les politiques et les techniques de communication, de transfert des connaissances, d'apprentissage et de la gestion des ressources humaines, sans oublier évidemment une certaine façon d'organiser le travail qui va faciliter justement ce développement des connaissances et de l'intelligence économique comme production de connaissances. Enfin, parmi les éléments facteurs de la pratique, il y en a dans 3 catégories. Il y a les facteurs de facilitation, tels que la gestion par projet, le climat social, bien évidemment, qui sont des éléments favorisant cette pratique de l'IE et ce transfert des connaissances. Il y a des freins. Les freins, pour faire rapide, là encore, guerre des services, travail solitaire ou en solo, les biais cognitifs ou autres, ou bien sûr, quelquefois, cette comptabilité analytique que les gestionnaires mettent entre les services dans les entreprises. Et puis, parmi les facteurs, il y a ceux qui sont structurels, en l'occurrence le travail en réseau. Le travail en réseau qui apporte les informations, dispense la transmission des savoirs de façon indirecte, et puis dont la structure de réseau sera une garante de la qualité de la transmission de connaissances et autres. Sans oublier, bien évidemment, parmi les facteurs structurels, cette notion de relation hiérarchique, d'arborescence, lors du fonctionnement de ces transmissions de connaissances. Alors, dans la deuxième partie, on va voir comment avancer dans cette pratique de l'IE et pour la transmission des connaissances, avec en fait les obligations de l'employé. L'employé, très simplement, au départ, il a l'obligation du contrat de travail, ça a été évoqué, je ne reviens pas dessus, dans une logique de donnant-donnant.
Et puis, l'employé doit comprendre aussi, dès le départ, que dans la définition de son poste, de sa fonction, des missions qui lui sont confiées, il est dans une logique de « à qui doit en savoir ». Il faut qu'il comprenne que dans cette société de la connaissance, eh bien, on ne dit pas tout à tout le monde, mais la gestion de l'intelligence économique fait que, c'est la définition rédigée dans le cadre du rapport Martre, eh bien, on donne l'information au bon moment à la bonne personne qui en a besoin, mais on ne dit pas tout. Inversement, au profit de l'employé, dans le contrat de travail, ce qui peut être stimulant, c'est que l'on pense à le rémunérer, à le stimuler par des politiques de bénéfices ou de participation aux bénéfices dans le cadre de l'innovation et de la législation sur la propriété intellectuelle. Parce que pour le moment, cette législation est plutôt au profit de l'entreprise que du salarié. Évidemment, derrière tout ça, et suite logique, éliminer les comportements négatifs, faire en sorte que la lutte des classes ne devienne pas la lutte des places, qu'il n'y ait pas de dissimulation, de paresse intellectuelle, que l'on ne craigne pas le stress de l'ignorance, parce que c'est un volet que l'on peut craindre de la mise en œuvre de l'intelligence économique, et en matière positive, bien évidemment, retrouver ce qui a été dit déjà tout à l'heure par certains, les capacités d'écoute, d'entropie, de responsabilité et autres. Alors, il y a cette mise en œuvre de la politique de formation, de transmission des connaissances, quelques dangers que sont le vagabondage des salariés d'une entreprise à une autre. Former un salarié pour qu'il aille emporter son savoir-faire ailleurs, c'est quand même une chose qu'un patron ne préfère pas voir. Et puis, il y a tous les risques inhérents aux imprudences, aux négligences quant à la protection du secret des informations de l'entreprise. Ce que l'on n'aime pas non plus en intelligence économique, c'est la notion de rétention d'informations. Parce que, bien évidemment, ça ne va pas dans le sens de la transmission des connaissances et des développements que je viens d'évoquer. Rétention d'informations qui peut venir de la crainte pour une carrière ou tout simplement une attitude de prudence par rapport à un management qui serait un peu trop jaloux ou pressant. Donc, dernier danger que l'on peut rencontrer dans le comportement du salarié en la matière, c'est que le sentiment de savoir donne une promotion automatique. On n'en est plus là, on ne peut pas en être là. Par contre, on peut être dispensé de transmettre des savoirs pour quelques raisons, entre autres que le progrès technique permanent rend toute transmission de savoir sur des bases anciennes obsolètes, qu'il y a des nouveaux métiers, et donc finalement la bonne transmission que l'on pourrait faire dans l'enseignement en interne de l'entreprise, c'est la transmission à acquérir des nouvelles connaissances et à développer des opportunités, l'innovation, la curiosité. Enfin, ce nouveau monde de la connaissance est un paradigme économique et dans la transmission des connaissances, en fait, ce sont les capacités d'analyse qui sont les plus importantes à transférer. Maintenant, on va arriver finalement au cœur de la problématique, à savoir le rôle du DRH. Le DRH qui est la clé de voûte justement pour cette pratique de la transmission des connaissances dans le cadre de l'IE et de l'éthique. Le DRH doit redevenir un stratège de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit être un décisionnaire, une force de proposition même dans la stratégie de l'entreprise, et pas seulement celui qui participe aux super réunions pour appliquer les plans de charrette ou autres en la matière. Donc avec ses responsabilités justement d'innovation, de gestion des connaissances comme matière première de l'entreprise. Ça suppose aussi bien évidemment qu'il y ait une culture de transmission dans le cadre de la stratégie informationnelle interne à l'entreprise voulue par le PDG. Ce DRH doit être conscient des environnements, c'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que la transmission des connaissances soit accompagnée de la transmission des normes éthiques et du contexte qui accompagne cette connaissance et ses savoir-faire. Et puis, il doit avoir aussi conscience de la notion d'espace éthique intra- et inter-entreprise par rapport au temps, à la population et aux opinions publiques. Enfin, problème qui lui arrive justement dans cette conscience des environnements, c'est qu'en constatant l'existence d'un savoir à l'extérieur de l'entreprise, il va avoir le dilemme de choisir soit d'externaliser la ressource, soit de former en interne, et je ne suis pas sûr que sa place à ce moment-là soit très confortable. Le DRH doit aussi avoir une capacité de prévision. Et là, je n'ai pas fait de faute de frappe. J'ai bien marqué pré-vision pour que ça corresponde à une vision d'avance. Et une vision d'avance qui va faire que le DRH doit être en capacité d'évaluer et de contrôler par rapport à des critères futurs plutôt que par rapport à des critères présents.
Cela est important dans la mesure où il arrive que dans des entreprises, il y ait des politiques de recherche. Et bien évidemment, cette technique de recherche, cette prise de risque, quelquefois dans l'expérimentation, doit être encadrée de façon éthique par rapport aux risques présents et aux solutions futures. Donc là encore, une éthique de formation à développer. Il doit être le pratiquant de ce qu'il préconise, formation continue pour lui-même, apprentissage, l'éthique comme garde-fou, mais aussi comme stimulant de la transmission, ne pas avoir de rétention d'informations, et en contrepartie, bien évidemment, le respect de la sphère privée des personnes et des employés à qui il s'adresse. La capacité opérationnelle qu'il doit maîtriser, de la déclinaison logique, donc de son rôle de stratège. C'est une déclinaison de la position qu'il a en la matière dans la direction, et donc pour les accès à l'information et les moyens, je ne vais pas plus loin. Bien évidemment, il doit maîtriser le processus cognitif dans sa totalité, la gestion des connaissances un peu, et pour assimiler assez rapidement en termes de gestion de stock, l'existence, son affectation, sa valorisation, sa protection, etc. Et l'intelligence collective en termes de flux, création d'idées, brainstorming, arrivée de nouveautés qui alimentent justement les connaissances au fur et à mesure des apports. Les 4 temps du cognitif, je les rappelle rapidement, apprentissage, mémorisation, reconnaissance, restitution, tout ça dans un cadre pédagogique. Presque pour finir, il doit être imprégné bien évidemment d'une éthique de la formation qui commence par le réalisme et la conscience que la vision de la formation n'est pas intergénérationnelle, mais que les transmetteurs, en général les plus âgés, ont été formés avec une éthique d'attente et d'apprentissage progressif, alors que les plus jeunes dans l'entreprise sont plutôt dans une éthique de prise de responsabilité rapide et individuelle. D'où les distorsions de perception, les craintes qui peuvent survenir de ce gap à combler. En contrepartie, cette conscience de l'éthique de la formation et de la transmission fait que la transmission doit être présentée comme un facteur d'intégration, ça c'est parfaitement éthique et valorisant, c'est un facteur de qualité de travail, mais c'est aussi gratifiant pour tout le monde, à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, puisqu'il a été élevé à la dignité de récipiendaire. L'acquisition des compétences éthiques, pour finir sur ce paragraphe et avant de terminer, demande des modes spécifiques d'acquisition apprises par différentes pratiques, règles et représentations qui impliquent en fait d'avoir une capacité à trouver une solution devant l'inattendu. Donc, en fait, développer la réactivité et autres. Conscience des enjeux, pour terminer, dernier paragraphe, les enjeux de la formation, de la transmission de la connaissance, pour un DRH, vont être dans 3 pistes principales. L'enseignement, bien évidemment, l'enjeu de l'enseignement dans l'entreprise et de la transmission de connaissances, la technique, qu'elle soit industrielle, de production ou commerciale, et la recherche. Aurait-il la stratégie de ses moyens, les moyens de sa stratégie? Tout réside là-dedans. Et donc, vous voyez que je n'ai pas prévu de conclusion. Je vais donc vous remercier de votre attention, mais je vais aussi surtout, étant le dernier à parler, remercier Jean-Michel et tous ceux qui l'ont aidé à organiser ce colloque, qui, comme tous les colloques, évidemment, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et en cela, c'était un bon colloque. Merci Jean-Michel.